Pierre-Henri Chuet, il faut expliquer à quel moment aussi on est de la guerre. On est entré dans une nouvelle phase. Elle se concentre maintenant sur le Donbass. Tout à fait. Donc, vous avez une première phase qui a un petit peu justement surpris tout le monde avec cette attaque sur 4 fronts, donc le nord, le sud et puis la partie est. Là, on a vu un retrait massif du nord ces derniers jours et il semblerait que les Russes veulent se consolider de la partie est, essayer d'enfermer un petit peu toute une partie, toute une poche de résistance ukrainienne. Et à partir de ce moment-là, il va falloir augmenter l'intensité sûrement des combats et de l'intensité de la résistance pour les Ukrainiens dans cette phase-là. Donc on n'est plus apparemment vraiment dans une guerre de mouvement, on est en train d'arriver plus dans une guerre, après j'ai envie de dire, peut-être à terme d'ici quelques semaines, de tranchées, avec un risque voilà, de beaucoup de troupes à un endroit qui vont s'affronter avec de l'armement de plus en plus lourd. Et est-ce qu'on donne aussi du matériel perfectionné aux Ukrainiens? Parce que ça nécessite une formation. Et dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quel type de matériel on parle? Alors, il y a différents types de matériel actuellement en livraison. Vous avez donc les chars, donc c'est des T-72, ce sont des chars de construction soviétique, hein, c'est la technologie russe. Les Ukrainiens les connaissent parce qu'ils en ont eu. Après, attention, c'est pas parce qu'ils les connaissent qu'ils vont pouvoir facilement les mettre en œuvre. Ils ont des spécialistes des T-72 qui ont sûrement été envoyés un petit peu partout. Donc, quand vous recevez un nouveau type de matériel, il faut récupérer des compétences humaines qui sont sûrement un petit peu partout dans le pays. Donc, il va falloir récupérer la ressource humaine pour pouvoir les mettre en œuvre, mais également les entretenir. Donc, également, avec cette arrivée de chars supplémentaires, il va falloir gérer toute la chaîne logistique. Un char, ça tire des grosses munitions et ça a besoin d'énormément de pétrole. Donc, avec l'arrivée de ce matériel plus lourd, il va falloir avoir toute cette chaîne d'approvisionnement à renforcer. Et en parallèle de ça, vous avez tout ce qui est les missiles qui sont livrés depuis maintenant une petite quarantaine de jours. Donc, vous avez les Starstreak, qui sont des missiles anti-aériens anglais qui fonctionnent très bien. On a vu les premiers tirs ces derniers jours. Et vous avez également du Javelin. Donc, c'est des missiles anti-chars, mais c'est une première, je crois, d'ailleurs, dans l'histoire du combat. Il y a pas plus tard que hier ou avant-hier, qui ont été utilisés pour la première fois contre un hélicoptère russe qui faisait du stationnaire. La Russie peut aussi cibler ces convois censés renforcer les Ukrainiens. Et effectivement, comment faire rentrer ces chars dans le pays? Généralement, ce qui est utilisé, c'est les chemins de fer. Les chemins de fer vous permettent de déplacer énormément de chars sans consommer beaucoup de pétrole. Donc, vous n'avez pas énormément de lignes de chemin de fer. C'est d'ailleurs, je crois, des lignes de chemin de fer qui devaient être utilisées, qui sont utilisées pour évacuer la population civile. Donc, si ces chemins de fer commencent à être utilisés pour ramener du matériel, forcément, les Russes, avec leurs drones, tout ça, vont essayer d'avoir l'information et risquent de faire des frappes sur ces convois, sur ces lignes d'approvisionnement. Il est intéressant de voir les pays aussi qui ont changé de doctrine ou de méthode. On pense aux Allemands. Oui, mais en fait, là, on est dans une phase où justement, il y a plusieurs pays qui sont en train de changer et je pense que les images que nous voyons arriver de Boutcha ou d'ailleurs sont en train de modifier quand même la doctrine de beaucoup de pays européens. Petit à petit, on comprend que ça se fait évidemment au compte-gouttes pour ne pas prendre de risques, mais tout de même, on est dans une phase de bascule. Même si, en fait, l'armement des Ukrainiens, il est présent depuis longtemps. Moi, je discutais avec des journalistes qui rentrent de reportages et qui me disaient que dès le début, ils étaient impressionnés par l'armement des Ukrainiens, la modernité de cet armement, par exemple, on me décrivait des armes israéliennes, des choses comme ça, enfin des trucs vraiment de tout dernier cri. Mais c'est vrai que là, on va rentrer dans une phase où peut-être le type de livraison va changer. Est-ce que ça change quelque chose à la question des négociations, à la possibilité de penser à un cessez-le-feu? C'est ça tout le problème, sachant que on a la question de ce redéploiement sur l'Est et de ce qui va arriver à Mariupol. Parce qu'en fait, la question symboliquement, c'est pour Poutine, c'est de pouvoir dire j'ai le Donbass, tout le Donbass, dont Mariupol. C'est encore ukrainienne, qui est la ville encore ukrainienne, qui résiste. Oui, bien sûr. C'est dans l'oblast du Donbass, mais la ville est ukrainienne. Complètement, oui. Je veux dire que c'est très important, même mentalement, pour nous les Ukrainiens, de dire que ça, c'est une ville qui est toujours ukrainienne. Bien sûr, mais on publie dans Marianne aujourd'hui un reportage d'un des rares journalistes qui a pu aller côté russe à Mariupol, et c'est lunaire ce qu'il décrit, c'est-à-dire les guerriers tchétchènes on se croirait dans Mad Max, c'est absolument épouvantable. Mais vraiment, c'est très impressionnant et Mariupol est une ville martyre. Quand on parle justement du fait que la guerre maintenant va se concentrer dans le Donbass, les Russes sont en train de se redéployer, les Ukrainiens ont des positions solides depuis maintenant 8 ans.
Est-ce qu'ils sont en position de force ou pas? Vous qui êtes allé, vous qui l'avez Ouais. vécu de l'intérieur. Bah, quand je suis allée, c'était au début de la guerre, de conflit. Personne n'a appelé ça la guerre, hein. Même aujourd'hui, ça s'appelle, du point de vue russe, opération spéciale militaire. Ce qui est faux, c'est la guerre, c'est quasiment un génocide, si je peux me permettre, parce que ce qui se passe, on voit le massacre et les crimes militaires que les Russes produisent sur la terre ukrainienne. Oui, effectivement, on peut croire que c'est ça, mais aujourd'hui, il n'y a pas de règles de la guerre, j'ai l'impression. Tout ce que je reçois de mes amis, des messages qui sont c'est terrible de voir ça, d'entendre combien il a de viols, pardon, combien. Par exemple, là, j'ai appris qu'il y a un réalisateur lituanien qui s'appelle Mantash, je n'arrive pas à prononcer son nom, qui a tourné un film en 2016, Mariupol, qui était à la Berlinale. Et il essaie de sortir de la ville parce qu'il continue le tournage à Mariupol. Il a été tué. Donc, en fait, il n'y a pas de règles aujourd'hui. Le gouverneur ukrainien disait aux habitants du Donbass de quitter le Donbass parce qu'un massacre se préparait. Il l'a dit après le massacre de Boutcha. Est-ce que cette consigne est entendue? Est-ce qu'ils arrivent à fuir? Et d'ailleurs, ce que je voudrais rebondir, parce que hier, je regardais les nouvelles russes et j'ai entendu qu'ils ont dit il y aura deuxième Boutcha, il y aura deuxième Irpin pour dire Mariupol. À cause des Ukrainiens, évidemment, de leur point de vue, qui est absolument le mensonge. Aujourd'hui, c'est tous ceux qui ont pu partir, évidemment, ils sont déjà déplacés dès le début de la guerre dans l'ouest de l'Ukraine. Mais il y a encore des cas où il y a des femmes ou des hommes qui ne peuvent pas bouger physiquement, même si j'ai lu un témoignage horrible. Une femme a été violée parce qu'elle ne pouvait pas partir et quitter sa mère qui était allongée. Et le soldat, après, il a dit, en gros, viens avec moi en Russie. Elle a refusé. Il a tué sa mère devant lui. Donc, devant elle. Je trouve que c'est les criminels qui sont sur le terrain aujourd'hui qui se permettent de faire les choses terribles. Et donc, pour ça, il faut arrêter à tout prix. Je ne sais pas si des gens peuvent fuir, mais en tous les cas, j'imagine que les Ukrainiens, je crois, j'espère, ils ont l'intelligence au niveau d'opérations militaires aujourd'hui. Donc, j'espère qu'ils vont préparer quelque chose pour faire chemin de fer. C'est ça ce que vous avez dit. Protéger le chemin de fer, tout ça. On va écouter dans un instant le chef de l'OTAN. Oui, Jean-Dominique, vous vouliez réagir? Oui, simplement pour dire ce qui semble se préparer autour du Donbass, c'est, en tout cas c'est ce que on observe, ce serait une grande opération russe d'encerclement de la défense ukrainienne, qui effectivement est assez solide parce que ça fait 8 ans qu'ils sont installés là. Alors est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va marcher? Ça, on n'en sait rien, parce que on parle d'une centaine de kilomètres à peu près. Il faudrait faire un grand mouvement comme ça, du nord vers le sud et du sud sur le nord, pour faire comment dire, on appelait ça un chaudron, terme militaire. Oui. On coince les gens et puis après, on leur Et tape les dessus, Ukrainiens quoi, eux-mêmes se redéploient mais, aussi. mais ça, Les troupes qui étaient à Kiev se redéploient. alors, les troupes russes partent du nord et sont en train de venir dans le Donbass, mais c'est un long mouvement. Il y a 600, 800 kilomètres par chemin de fer. Il y a peu de camions après pour décharger. Bref, c'est long. Ce sont des troupes épuisées par la guerre et parce qu'ils ont vécu avant les manœuvres pendant des mois et des mois en Biélorussie en hiver, c'est pas très agréable. Donc les gars sont rincés. Donc il faut quand même prendre en compte ça. Donc là, il y a une opération militaire qui est en train de se monter. Nous dit-on. On est incapable vraiment aujourd'hui de savoir si elle va avoir lieu et si elle a lieu, s'ils sont capables de la réaliser, de la réussir. Écoutons le chef de l'OTAN qui s'exprimait tout à l'heure. Cette guerre doit se terminer maintenant. Le président Poutine peut y mettre fin en retirant ses troupes et ses forces pour cesser d'attaquer un pays souverain indépendant, l'Ukraine, s'asseoir de bonne foi et trouver une solution politique. Mais en même temps, nous devons être réalistes et réaliser que cela peut durer longtemps, plusieurs mois, voire des années. Et c'est la raison pour laquelle nous devons également être prêts pour le long terme, à la fois lorsqu'il s'agit de soutenir l'Ukraine, de maintenir les sanctions et de renforcer nos défenses. Il dit clairement que la guerre pourrait durer des mois, voire des années. On parlait de guerre d'usure. Là, c'est son point de vue aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Oui, je pense qu'il a complètement raison. En fait, ça dépend aussi des objectifs de chaque côté. À partir du moment où les Russes ont réussi à prendre du territoire, il y a
peu de chances qu'ils aient envie de le lâcher du côté est de l'Ukraine. Donc on peut rentrer dans un conflit où il y a très peu de mouvement, un petit peu comme ce qu'on voit depuis 2014-2015 dans cette région. C'est juste que les forces en présence seront beaucoup plus fortes. Mais on peut très bien repartir. Si on regarde par exemple la Corée, il n'y a jamais eu la paix. Ils sont toujours en guerre. Donc c'est complètement possible d'avoir un scénario où à un moment on trace une ligne, chacun est de son côté, tout le monde est armé, prêt à attendre l'offensive de l'adversaire et tout le monde se regarde. Ça se voit. Macha posait cette question tout à l'heure. Est-ce que Kiev est vraiment sauvé ou est-ce qu'on peut envisager que les Russes y retournent? Les Russes, à l'heure actuelle, ont une capacité de frappe dans la profondeur et ils sont capables de tirer sur Kiev s'ils ont envie. Ils sont capables de tirer sur la partie ouest du pays s'ils ont envie. Donc, il n'y a pas vraiment d'endroit où, malheureusement, où les Ukrainiens sont en sécurité. Alors, la partie ouest, forcément, il y a moins de chances. Mais après, il y a quand même une logique de mise en œuvre d'emploi. Mais à l'heure actuelle, ils ont comme une capacité de projection avec des missiles, comme on l'a vu ces derniers temps. Oui, ils ont la capacité de frapper des choses à Kiev, sans doute pas énormément en termes de volume, parce qu'ils n'ont pas énormément de moyens, mais pour l'instant, il n'y a plus de troupes russes autour de Kiev. Ils sont partis, parce qu'en fait, ils ont perdu la bataille. Ils ont perdu la bataille de Kiev. Donc, ils sont partis. Là, aujourd'hui, des possibilités de voir l'armée russe revenir à Kiev, aujourd'hui, c'est exclu. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, mais là, dans la phase immédiate, c'est fini ça. Donc on est vraiment, ça se concentre au sud. Comme vous avez raison, ça peut durer vraiment des années. C'est-à-dire la situation peut se geler, et elle peut se geler militairement, elle peut se geler pour les populations. C'est-à-dire que les populations qui partent ne reviennent pas. Et les gens, c'est ce que dit le maire de Kiev. Le maire de Kiev dit aux habitants de Kiev, par exemple, qui sont partis, de ne pas revenir dans la ville. Mais surtout dans les zones que contrôlent les Russes. Parce que les Russes n'ont pas du tout intérêt à voir revenir des populations qui leur seraient hostiles. Donc tous les gens qui vont partir dans les zones que contrôlent les Russes ne les laisseront jamais revenir. C'est exactement ce qu'il s'est passé en Syrie. C'est-à-dire que les gens sont partis, certains en Allemagne, beaucoup au Liban, en Jordanie, en Turquie, mais ils ne reviennent pas. Et le régime ne veut pas qu'ils reviennent parce qu'il y a des équilibres politiques qu'ils changeraient s'ils revenaient. Donc la situation peut se figer. Elle peut se figer pour... la dernière fois qu'elle s'est figée, on était en 2014, elle s'est figée jusqu'en 2022. Voilà. J'espère que ça va s'arrêter. Excusez-moi, parce que c'est horrible d'entendre ça. En tant qu'Ukrainienne, je veux que... c'est pour ça que la résistance ukrainienne, c'est pour ça qu'il faut continuer à aider et soutenir, parce que les Ukrainiens ne vont se battre jusqu'au dernier occupant russe qui osera mettre son pied sur notre... C'est une hypothèse qui est formulée aujourd'hui. On va maintenant voir où en est l'enquête pour retrouver les responsables du massacre de Boutcha. On va retrouver Benoît Sarad dans un instant. Écoutons d'abord le procureur. Nous avons déjà une centaine de pages avec des noms, des prénoms, des patronymes de soldats russes. L'objectif, c'est que nous puissions avoir toutes les photos, toutes les vidéos pour montrer aux témoins et aux victimes qui a fait quel crime, qui a tué quelle personne. Nous analysons toutes les vidéos et nous avons déjà commencé à interroger des témoins et des victimes de ce qui s'est passé. Nous avons des photos où on peut reconnaître des militaires russes qui étaient impliqués dans les crimes pendant l'occupation. Je peux dès maintenant dire à 100% qu'il s'agit de crimes de guerre. Selon les preuves en notre possession, les militaires russes passaient dans la rue et lorsqu'ils voyaient des Ukrainiens, ils les tuaient, les torturaient juste parce qu'ils parlaient la langue ukrainienne. Comment se mène cette enquête, Benoît Sarad? Bonsoir, vous avez passé la journée avec le procureur, racontez-nous. C'est ça, le procureur Ruslan Kravchenko, avec qui nous avons passé la journée, coordonne l'action de 10 magistrats à Boutcha. Il est aidé par des hommes de la police judiciaire. Avant d'arriver sur les lieux d'un crime, ils réalisent une enquête de voisinage, ils prennent des clichés et une fois sur place avec les hommes de la police judiciaire, ils manipulent les corps pour savoir comment ces personnes sont décédées. Ont-elles été fusillées? Ont-elles été torturées? Parfois, les preuves sautent aux yeux, mais dans ce contexte de guerre, les hommes du procureur n'ont pas forcément les moyens ni toutes les techniques pour enquêter comme le ferait la police judiciaire française. Il y a des dizaines de corps, il y a des horreurs partout, donc ils essayent de documenter au plus vite. Et puis à chaque fois que nous sommes rendus près d'un corps, nous avons trouvé des preuves de la trace de soldats russes. Il s'agissait de preuves matérielles comme des portions ou des habits laissés là par les soldats russes.
Merci beaucoup Benoît Sarrad avec Juan Palencia et Thomas Boutin. On va s'intéresser maintenant à celui qu'on appelle le boucher de Boutcha. Son nom, Azadbek Omurbekov. C'est un collectif qui a remonté sa trace. Le collectif Informe Napalm. Ce sont des volontaires ukrainiens en fait qui surveillent les activités des Russes en utilisant les renseignements en source ouverte. Et donc ce soldat vétéran et commandant de la 64e brigade séparée de fusiliers motorisés, il aurait participé au massacre de Boutcha. En fait, le collectif va jusqu'à révéler son adresse, son numéro de téléphone, et puis son numéro de téléphone, son adresse, son compte Telegram. Selon le Times, ce que l'on sait de plus de cet homme, c'est qu'il a été décoré par le vice-ministre russe de la Défense pour service exceptionnel en 2014. Et puis, vous le voyez également, il a été béni par l'Église orthodoxe fin 2021. C'était avant son déploiement en Ukraine. Et puis, il y a cette phrase qui est restée, il dit, il aurait déclaré « L'histoire montre que nous menons la plupart de nos batailles avec nos âmes ». Donc au moment où il est béni par l'Église orthodoxe, les armes ne sont pas la chose la plus importante dans une guerre. Il est intéressant de voir, Natacha, qu'il y a l'enquête menée sur place, que nous racontait le procureur de Boutcha à l'instant, et puis ces collectifs, ces volontaires ukrainiens qui remontent la trace de celui qui est peut-être le commanditaire du massacre. C'est-à-dire que là, on est dans un travail, là aussi, de renseignement. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir étudier les mouvements de l'armée russe, savoir quelle unité était à quel endroit. Apparemment, ce personnage serait aujourd'hui avec son unité en Biélorussie en attendant d'être redéployé du côté de Kharkiv. Donc la question de savoir, enfin là visiblement les données démontrent que, en tout cas, c'est bien cette unité-là qui était à Boutcha au moment des massacres, ce qui signifie qu'il va être possible à un moment donné d'établir des responsabilités. Après, qu'est-ce que ça donnera? C'est ça tout le problème. Une fois qu'on arrive à cibler telle personne, à savoir qui est responsable, quels étaient les soldats qui étaient là, et à croiser donc ce renseignement et les témoignages, voilà, tout le problème est quand est-ce que seront jugés tous ces hommes? Le seront-ils un jour? Et par qui? C'est tout le problème. Mais pour autant, ce travail-là qui est fait est absolument nécessaire. Absolument. C'est intéressant. Bien sûr, c'est très juste. D'ailleurs, on devrait, nous, occidentaux, enfin, et pas occidentaux d'ailleurs, aider beaucoup l'Ukraine sur ces enquêtes judiciaires. Mais la France et le fait. policières. Ouais, Le président l'a dit hier, il y a des gendarmes et des magistrats qui sont envoyés près de la CPI. C'est absolument indispensable de documenter les choses. Ce qui est intéressant, c'est le nom du gars, de cet officier. Oumurbek, c'est un nom d'Asie centrale, d'origine turcophone, on va dire. On ne sait pas de quelle minorité, mais ça veut bien dire, c'est bien l'armée russe aussi d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une armée qui recrute dans les catégories les plus populaires et dans les minorités ethniques qui sont souvent aussi les catégories populaires. C'est intéressant à observer. On est comme presque toutes les armées au monde, l'armée américaine est une armée où il y a beaucoup de latinos, de noirs. Eh bien, l'armée russe aujourd'hui, c'est plus cette armée massive de l'armée rouge des années 40, 50, 60. C'est une armée qui recrute des professionnels et qui les recrute dans les catégories populaires et dans les minorités. Est-il le responsable du massacre de Boutcha? Non, mais est-ce que l'ordre vient d'en haut? Est-ce que c'est une désorganisation totale ensuite des soldats qui sont sous ses ordres? C'est difficile de savoir ce qui se passe en ce moment dans l'état-major russe. Quelle est la réaction? Moi, on ne sait pas ce qui s'est passé. D'abord, c'est pas documenté. Donc ça, il faut faire très attention. Une chose est sûre, c'est que le fonctionnement de l'armée russe, sa violence interne entre soldats, sa désorganisation, les rapports extrêmement compliqués entre les officiers et la troupe, les problèmes de commandement. C'est une armée qui est mal commandée, où il y a peu de il n'y a pas de sous-officiers, par exemple. Le sous-officier dans une armée, c'est lui qui tient les hommes sur le terrain. Donc, toutes ces structures. Le fait qu'il y ait un discours extrêmement nationaliste où le respect des droits de l'homme n'est pas le sujet. On ne doit pas beaucoup enseigner l'éthique au sein des académies militaires russes. Tout ça crée une ambiance. Tout ça crée un contexte. Et vous mettez des jeunes, parce que ce sont des jeunes, ils ont 20 ans, ils ont 21 ans, dans des situations où ils ne comprennent rien de ce qu'on leur demande, et ben il se passe des choses comme ça. Il y a des crimes.
toutes les armées au monde ont connu ça. Et toutes les armées au monde se battent pour empêcher ça. Les armées des pays démocratiques et libéraux se battent pour empêcher ça en leur sein. Mais les Américains ont commis des choses, le massacre de My Lai, l'armée israélienne, qui est une armée d'un pays démocratique, a laissé faire les massacres de Sabra Shatila. Je veux dire, ce sont des choses qui arrivent dans toutes les armées. Mais il faut l'empêcher. Clairement, la Russie d'aujourd'hui n'est pas dans ces dispositions. Elle n'est pas dans faire que son armée soit une armée, entre guillemets, plus civilisée. Voilà. Et ce soir, Vladimir Poutine a réagi. En fait, c'est un communiqué du Kremlin après une conversation avec Viktor Orban. Il parle de provocation grossière et cynique des Ukrainiens. C'est l'élément de langage du Kremlin depuis le début, de dire que c'est une mise en scène. Ils vont dire, bien sûr, ils vont dire pour se protéger, mais je voudrais juste rebondir ce que vous avez dit, Jean-Dominique, par rapport de le chef d'État, quand même, il est responsable d'envoyer ses troupes sur le territoire d'un pays souverain indépendant. Donc, il doit être responsable pour tout ce qu'ils font leurs soldats, parce que c'est lui qui prend la décision. Encore une fois, Gerasimov est disparu, Shoigu qui est disparu après le revenu. Je parle de nom des hommes qui, ministre de la Défense intérieure et de chef d'État. Chef d'état-major et ministre de la Défense. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre aide. Mais je veux dire qu'en plus, il félicite les effets et les actions des soldats en général et aussi des personnalités. Et les félicite, ils donnent les médailles et ça veut dire qu'ils signent ce qu'ils font. Après, je sais pas, aujourd'hui, comme vous voyez, il y a plein des images qui se passent, donc c'est complètement étonnant qu'on ne voit pas... Mais surtout en niant, il couvre. Et quand il couvre, il permet que ça se reproduise. C'est tout le problème. Il n'y a aucune volonté, visiblement, de limiter ce genre d'actes. Après, même si l'ordre n'a pas forcément été donné, ça va être compliqué de savoir si des ordres ont été donnés. Mais pour autant, pour l'instant, le fait de dire « Ah, c'est pas nous », c'est une façon de couvrir. Quelles conséquences ça peut avoir? Parce que ces images ont fait le tour du monde. La Russie, ensuite, ces images sont diffusées d'ailleurs à la télévision russe et ensuite elles sont expliquées différemment. Ça montre que la Russie est quand même en quelque sorte acculée. Est-ce que ça peut créer du changement au sein de l'armée? C'est-à-dire que les chefs sont alertés, tenez mieux vos troupes. Alors, je pense malheureusement que du côté russe, ça va plutôt avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que vu qu'on voit que la rhétorique russe est plutôt de dire que c'est de la mise en scène de la part des Ukrainiens, ça risque de pousser les Russes à continuer. Donc en fait, on est dans une surenchère permanente. Si vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous voyez également des atrocités faites par certains militaires ukrainiens contre des prisonniers russes. Et ça, c'est documenté par Human Rights Watch. Il y a eu en effet des soldats ukrainiens qui ont tiré dans les jambes de soldats russes. Tout à fait. Donc là, en fait, on est... malheureusement, c'est la guerre. C'est-à-dire, et il y a un autre point à prendre en considération, c'est là on parle de commandement, d'intention du commandement, mais entre ce qu'un commandement décide dans un bureau comme ça, ou planement dans un canapé, et la réalité du terrain, comme vous le disiez tout à l'heure, avant de partir, ils ont fait des opérations, ils sont arrivés fatigués. Il est documenté que dans beaucoup d'armées, il y a l'usage de substances pour tenir. Vous regardez, quand les Allemands sont rentrés en 1940 avec leurs 4 millions d'hommes, ils avaient 75 millions de doses d'amphétamine avec eux. Ça permet de tenir 3 jours, mais ça altère le jugement. C'est-à-dire que ce qu'il faut aussi voir, c'est quel est l'état de lucidité et quelle est la compréhension de l'environnement qu'ont ces hommes. Pour lutter contre ça, le général de Gaulle avait une belle formule, c'est la véritable école du commandement, c'est la culture générale. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. C'est juste les militaires, mais je voudrais dire que pourquoi ils touchent les civils, c'est ça le truc. Ça, c'est les crimes. Je parle de ça. Les militaires russes qui tuent et humilient les civils. Merci beaucoup. À demain, Natacha, 20h. À demain, Aurélie. Tout de suite, notre reportage sur BFM TV auprès des victimes du massacre de Boutcha, les histoires qui nous sont racontées par les habitants, le récit de Thibaut Gross.